Donc je me dis, ils sont fous. Ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai la sensation qu'on a des gens au pouvoir qui sont des galopins, qui comprennent pas la complexité du monde dans lequel on vit. Charles Gave analyse avec une rare lucidité la crise en Ukraine, le rôle de l'OTAN et les choix stratégiques de Macron, qui, selon lui, fragilisent la France et toute l'Europe. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces solutions surprenantes et donner votre avis. Partagez-vous son point de vue ? Écoutons sans plus. Charles Gave, cette très chère Union européenne présidée par notre très cher Emmanuel Macron a décidé plusieurs sanctions économiques contre la Russie, deux notamment qui pèseront très lourd. L'exclusion d'un certain nombre de banques russes du système SWIFT, la fameuse plateforme pour les transactions interbancaires, et la paralysie des actifs de la Banque centrale russe. Quelles seront les conséquences de ces deux sanctions pour l'Europe, la Russie et les États-Unis ? Bien, c'est une question simple. Bien sûr. Bien sûr. Je voudrais, passons à la première, parce qu'elle est intéressante. Vous savez que nous vivons dans un monde un peu compliqué, où il y a des transactions qui se passent sur les marchés financiers, et qui sont ce qu'on appelle des transactions sur tout ce qui est les produits dérivés. Voilà. Vous savez, tous les produits dérivés. Les produits dérivés, techniquement, c'est un système d'assurance, où les gens s'assurent les uns les autres. Et c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que quelque part, vous vous assurez, le type, vous payez quelque chose, il vous assure, et puis lui, il se couvre avec un autre truc. Donc, tout le monde s'assure, et puis si on les mettait à zéro, il se passerait rien. Mais par contre, si dans la chaîne, il y a un des assureurs qui saute, toute la chaîne saute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça s'est passé en 2007. Justement, il y a les Lehman Brothers, quand Lehman Brothers a sauté, toute la chaîne de réassurance a sauté, on a eu une crise épouvantable. Et la comparaison chaîne est très bien. La chaîne a la force du maillon le plus faible. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, sans savoir ce qu'ils font, de casser toute cette assurance internationale qui passe par les marchés financiers. Je vous donne par exemple, mettons qu'une grande compagnie de pétrole russe décide de vendre des options, des calls sur le pétrole. Je vais vendre des calls sur le pétrole, il est assez haut, et comme ça je ferai un peu plus d'argent. Puis quelqu'un pourra exercer ses calls, je m'en fous, puisque je livrerai le pétrole, donc j'ai pas de problème. Bon, c'est acheté, mettons, par Goldman Sachs. Goldman Sachs ensuite se retourne et vend un swap à, EDF. Mais maintenant, si la banque par laquelle c'est passé, la banque russe qui a fait l'offre à Goldman Sachs, ne peut plus recevoir de dollars ni de payer de dollars, ça saute. Ouais. Et donc, EDF, qui croyait s'être rassuré en achetant la contrepartie chez Goldman Sachs, qui avait elle-même acheté à la Russie, se retrouve sans pantalon. Voilà. La chaîne est brisée. La chaîne est brisée. Et donc, je n'ai pas la moindre idée, je me suis renseigné ce matin, il y a des gens qui sont les spécialistes de ça, par exemple, la SocGen qui s'occupe de ça, ils me disent, on n'a pas la moindre idée des produits dérivés qui existent dans le bilan des intermédiaires financiers russes. On ne sait pas. Et qui sont les contreparties de ces produits chez nous. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de nous préparer une crise. C'est-à-dire que ce que vont dire les banques russes, c'est que vous êtes gentils, mais c'est un cas de force majeure. C'est vous qui avez décidé, je peux pas vous payer, j'ai plus accès au dollar, j'ai plus... Et voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc, on a un cas de force majeure. Et toutes ces opérations peuvent se dénouer dans un désordre total. Donc je me dis, ils sont fous. Ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai la sensation qu'on a des gens au pouvoir qui sont des galopins, qui comprennent pas la complexité du monde dans lequel on vit. Et je sais pas ce qui va se passer. Alors, il est possible qu'il se passe rien, mais je sais en tout cas que la Russie est l'un des plus gros producteurs de matières premières dans le monde. Pétrole, gaz, aluminium, cadmium, nickel, et blé, et toutes les opérations sur les matières premières font toujours l'objet de couverture dans tous les sens, parce que les gens, le fabricant de spaghettis achète son blé à terme, ce que je veux dire. Voilà, exactement. Et vous vend une option dessus, ou j'en sais rien. Il fait ce qu'il veut, c'est comme ça qu'il gère sa trésorerie. Donc, la réponse est, je n'ai pas la moindre idée de la façon dont le secteur financier va résoudre ce problème, parce que, d'un seul coup, on lui enlève son objet. C'est-à-dire, ça me paraît, oui, si vous voulez, une histoire de fou. Et personne n'en parle. Alors on peut faire l'hypothèse que ça va
freiner donc les circuits, ou à tout le moins, et que ça va créer des pénuries. Mais non, mais ça peut mettre des gens en faillite, parce que imaginez Goldman qui a vendu, qui aurait acheté massivement des calls et qui a vendu massivement des options. Et comme ils sont plus couverts ici, si d'un seul coup les gens exercent leurs options que Goldman a vendues en croyant être couverts, Ah oui. Alors, Goldman saute. alors ça, c'est le crack financier, alors. C'est le crack financier. Eh oui. C'est ce qui s'est passé quand Lehman Brothers et AIG ont sauté en 2008. Tout le monde s'est retrouvé. Il a fallu. Ça n'a pas été facile. Non. Mais là, c'était pas une opération. Là, c'était simplement des privés qui avaient fait des imbécilités chez AIG et chez Lehman. Là, c'est les États qui décident d'eux-mêmes de se tirer une énorme balle. Je dis pas dans le pied, dans la tête. Les Européens avaient déjà sanctionné la Russie à partir de 2014. Ça avait été quoi déjà les conséquences? Mais les conséquences, mais là, ils touchaient pas au système financier, ils touchaient pas au système des couvertures, ils touchaient pas au SWIFT, ils touchaient pas au paiement. Je vous dis, personne ne sait quelles sont les positions ouvertes sur le système des matières premières russes. Ah oui. Personne. Personne n'a la moindre idée. Et ils ont fait ça quand même. Enfin, je vous dis, Sans connaître la réalité mais des sans systèmes. savoir les influences que ça pouvait avoir, ça peut déclencher un... Alors, bon, en admettant que ça se passe bien, quelles sont les conséquences? La première conséquence que je souligne dans cet article, c'est que vous regardez la Russie. Bon, la Russie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des comptes courants excédentaires, très largement. Oui. Pas de Elle a déficit. pas de déficit intérieur. Elle a des réserves de change qu'on vient de lui bloquer, ce qui est un autre scandale dont je vais parler aussi, de l'ordre de 600 milliards d'euros. Mais grâce à Dieu, elle en a 25 ou 40% en or, on sait pas très bien. Et puis elle en a en yens et elle en a En yuan. en yuan. Donc là, elle s'est à peu près couverte. Mais quand je vois la Banque Centrale Européenne allemande décider que les obligations en Deutsche Mark n'appartiennent plus à la Russie, c'est une déclaration de guerre. Absolument. C'est Et- une déclaration de guerre. Donc, là, quelque part, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Et je sais pas si j'étais allemand, mais dans l'histoire, quand ils ont déclaré la guerre à la Russie, ça leur a vraiment réussi, quoi. oui, ça. Enfin, il y avait ce que disait... Ça a commencé par Barbarossa, mais ça s'est fini à Berlin. Ça s'est fini à Berlin et ça s'est fini à la petite cuillère. On les a sortis un des trous, quoi. Donc, Sur cette paralysie, Charles Gave, des actifs de la Banque centrale russe, c'est, vous venez de le dire, 600 milliards d'euros, c'est 630 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça peut avoir sur la politique russe, comme la conséquence? politique russe, si j'ose dire, elle en a rien à foutre. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont excédentaires dans tous les domaines. Ils ont de quoi venir. Ils ont quoi dire. Vous savez, quand Madame Thatcher avait voulu se payer Les mineurs. les mineurs, elle avait fait des réserves de charbon pour 2 ans. Une fois qu'elle avait fait ses réserves de charbon, elle se les a payées, et puis les mineurs, elle n'a pas tenu 2 ans. Bon. Là, la Russie s'est mise en ordre de guerre, mais regardons l'Europe. Ils vont toujours avoir l'argent du gaz qui va arriver, les Russes. D'abord, ils vont avoir l'argent du gaz, et quand bien même n'arriverait-il pas, ils ont, d'après mes calculs, à peu près 2 ans de couverture de leurs importations avec les réserves de champ qui leur restent. Pas celles qui ont été bloquées. Oui, bien sûr. Donc, ils en ont, mais alors strictement rien à cirer. Mais nous, Oui, c'est ça. si les Russes décident, puisque vous me regardez, je vais vous bloquer les exportations de gaz et les exportations de pétrole, l'économie allemande s'arrête. Oui. Et net, 40%. Comment vous faites tourner l'économie quand il y a 40% de l'énergie qui disparaît? Il faut noter que le blocage de SWIFT, c'est uniquement pour les banques qui ne servent pas à l'alimentation en gaz pour les Européens. Oui, j'entends bien, c'est déjà d'une hypocrisie totale, mais vous savez pas s'il n'y a pas une banque russe qui a un accord avec une autre banque russe, que l'autre banque russe, c'est plus souvent avec des produits dérivés, va sauter, ce qui va faire sauter la première banque. Et donc, c'est s'imaginer que vous savez, le monde financier, ça n'est qu'un immense réseau. Voilà. Il y a un effet domino qui va se produire. Et donc, qui peut se produire, il y a un effet, comme il s'était produit en 2008-2009, il y a un effet où ça peut partir d'un seul coup, et à ce moment-là, tout s'arrête, et la vélocité de la monnaie tombe à zéro. Or, la vélocité est un des facteurs essentiels de la monnaie, bien sûr. Exactement. C'est une des définitions de la monnaie. Mais alors, honnêtement, je ne comprends pas que des gens raisonnables s'amusent à des choses comme ça. Je sais pas, Mais surtout que les Russes peuvent échapper à SWIFT puisqu'ils ont leur propre, en interne, ils ont leur propre et puis en plus, ils ont déjà un système interne de paiement, puis ensuite ils ont fait un accord avec les Chinois pour en avoir un autre. Ouais. Ils ont une partie importante de leurs réserves en yens. Là aussi, c'est un très gros partenaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Européens viennent de se tirer une balle, je dis, dans la tête, mais qui est incompréhensible parce que eux, ils sont dans une vulnérabilité totale. Voilà. Ils ont besoin de l'énergie, ils sont en déficit extérieur, je veux dire, mais ils ont des déficits monstrueux. Si les taux d'intérêt montent, ils sont cuits.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est incompréhensible. Alors, à vous entendre, bon, il faut bien comprendre que, au début de l'article, vous dites, mon but n'est pas de porter un jugement moral sur la décision de Poutine. Vous dites aussi que vous avez été surpris de voir se lancer dans une aventure militaire dont l'issue, comme toutes les aventures militaires, peut être fatale. Donc, il ne s'agit pas de se positionner sur la question de Poutine, il s'agit de comprendre que l'Europe, si je vous ai bien compris, a déclaré la guerre économique, alors même que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. D'abord, on n'est pas en guerre avec la Russie, et que la Russie peut supporter à peu près n'importe quel blocus, et que nous, on ne peut pas. Donc, la principale victime de ce conflit, c'est l'Europe. Bah oui, comme et de l'autre côté, Charles Gave, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont retirer de cette crise qu'ils ont organisée? Justement, n'importe quel type intelligent, comme était Brzezinski, qui a écrit sur le sujet, ou Kissinger, qui a beaucoup écrit sur le sujet, le but essentiel de toute la diplomatie américaine serait été d'empêcher à tout prix le rapprochement entre la Chine et les États-Unis. La Chine et la Russie, pardon. Or, ils font tout pour pousser la Russie dans les bras de la Chine. Donc, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Alors, je crois qu'ils veulent maintenir leur protectorat, la colonisation de l'Europe, quoi. Oui. Je crois que c'est tout. Ils veulent maintenir l'OTAN en vie, de façon à ce que les Européens continuent à se coucher, quoi. Ce qu'ils font volontiers. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui se couchent depuis toujours. Oui. Mais alors, malgré tout, est-ce que les États-Unis sont capables d'apporter à leurs partenaires européens ce qui va leur faire défaut du côté de la Russie? C'est ça la question. Je voulais toutes les études que je fais, Dieu sait que j'en ai parlé. Le gaz de schiste. Dans tous mes écrits, le gaz de schiste, on peut essayer de le faire remonter, mais en même temps, il est déjà passablement vendu aux Asiatiques. Donc, ça va être une bagarre entre les Européens et les Asiatiques pour essayer d'acheter le gaz qui est disponible aux États-Unis. Mais cet animal de Biden a arrêté le pipeline qui amenait le pétrole canadien vers les États-Unis. Ce qui fait la première décision dans sa présidence pour sauver la planète, vous savez. Ah oui, d'accord. Il y avait un pipeline qui est monté, qui était fini. Il devait aller des champs pétrolifères canadiens vers le Midwest américain. Eh bien, il a arrêté ça, première décision prise. Donc maintenant, il y a toujours pas de pétrole canadien qui arrive. Donc la seule façon que peuvent faire les pétroles canadiens, c'est d'aller vers la côte ouest et d'être vendu à la Chine, moins cher. Donc encore une fois, c'est complètement idiot. Mais je crois, je vais dire un truc, que nous ne sommes plus, je suis pas du tout certain de ce que je vais dire, hein, mais nous sommes maintenant dans un monde qui est géré selon des critères quasiment religieux. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Une morale. Moraux et religieux. Une moraline aiguë. On a atteint de moraline aiguë. Et donc, ce qui se passe, c'est que on pense que ce que fait l'autre est pas bien, et donc on a le droit de l'en empêcher. Parce qu'enfin, c'est très mal d'avoir envahi l'Ukraine, je ne le juge pas, mais enfin, il y en a des pays qui ont été envahis depuis une quarantaine d'années. Et puis, les États-Unis opposent aujourd'hui à la Russie des principes de droit qu'ils ont violés en Irak, au Kosovo, en Syrie, en Libye. Oui. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Donc, c'est vraiment, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, quoi. J'aimerais que vous réagissiez, Charles Gave, aux propos récents du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit qu'il n'y aurait que les conséquences des sanctions occidentales seront limitées pour les entreprises. Elles sont peu exposées. Les ménages français n'ont pas d'inquiétude à avoir, sauf pour le gaz qui arrive en France pour 20% en provenance de Russie. Les entreprises françaises et les ménages n'ont n'auront aucun problème dans les mois à venir. Rappelez-moi qui est Monsieur Le Maire déjà. C'est un monsieur qui écrit des romans. Et là, il est un petit peu dans le roman, là. Mais c'est pas lui aussi qui vient de dire que il allait faire s'écrouler l'économie russe. Oui. Il a déjà fait s'écrouler l'économie française. À mon avis, là, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Oui. Il sait de quoi il parle. Mais s'il s'imagine qu'il va la faire s'écrouler, c'est complètement idiot, puisqu'elle aujourd'hui, parce qu'on n'a pas investi depuis 12 ou 15 ans, encore une fois pour sauver la planète, on n'a pas investi ni dans l'énergie, ni dans les métaux, ni dans toutes les matières premières. Et donc il y a une pénurie totale de matières premières. Donc je ne sais pas exactement ce que ce monsieur pense, mais il est tout à fait évident que le prix des matières premières, avec le prix du pétrole, va continuer à péter à la hausse, et que si le prix du pétrole passe à 200, 300, 400 $ le baril, le ménage français, le gilet jaune de base, pour faire le plein de diesel en fumant sa clope, il va avoir du mal. Hein. Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas que lui. Il y aura aussi toute la classe moyenne qui va suivre. Toute la classe moyenne. Mais je vois déjà, j'ai des gens qui sont très proches de moi, qui commencent à payer leurs factures, vous savez, pour
de leur appartement, le loyer. Non, pas le loyer, les charges. Ah, d'accord. Les charges payées au syndic. Les charges payées, mais c'est inimaginable, la hausse. Ouais. Et c'est inimaginable. C'est un doublement. Ouais. Et donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez devoir payer 1500 euros par mois de charges, alors que vous devez en payer 700, quoi. Donc, 1500 euros, 750 de plus, il y a des tas de gens qui... étranglé. Vous évoquez cette récession en Europe qui va venir à cause de ce doublement des prix. Oui. Cette destruction de l'industrie européenne qui va continuer, qui va en profiter à la fin? Les gens, d'abord les concurrents, qui sont la Chine, qui va à nouveau être le pays où l'énergie sera la moins chère. Donc avec un avantage concurrentiel gigantesque pour son industrie, puisque, si vous voulez, je pense que le coût du travail est à peu près le même partout maintenant. Le coût du capital est à peu près le même partout. Et donc, la seule différence, c'est le coût de l'énergie. Donc, vous allez vous retrouver avec une Chine extraordinairement efficiente. Et peut-être, ils ramasseront les meilleurs morceaux de notre industrie à prix cassé. Peut-être aussi quelques compagnies américaines. Peut-être aussi quelques compagnies américaines qui viendront, à condition de passer par le gouvernement français, et des choses comme ça. Mais à ce moment-là, il faut payer des commissions au gouvernement français, ce qui est embêtant. C'est parce qu'on peut se faire choper un jour. Ça, en effet. Enfin... On voit que l'économie russe est quasiment totalement dédollarisée. Oui. À votre avis, est-ce que cette opération de dédollarisation était en vue de faire cette opération militaire? Non, mais c'est pas ça. C'est à partir du moment où on veut vous mettre des missiles à 200 km de la frontière ou sur la frontière, vous n'allez pas vous servir de la monnaie de l'ennemi. Vous savez que la première des choses qu'il fera, c'est de vous coincer. Mais la vraie question, c'est que la Chine a 3200 milliards de bons du trésor américain. Ah oui, alors ça, en effet, oui. Les Chinois, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je vais en foutre? Parce qu'ils peuvent les piquer du jour au lendemain. Comme ils ont fait à l'Iran, comme ils ont fait maintenant à la Russie. Alors, ils avaient commencé à baisser quand même. Ils ont baissé un petit peu. On voit bien que ça fait un petit moment que ça augmente plus, mais 3200 milliards, c'est beaucoup de pognon, hein. Il y a plus de... c'est que, mais c'est peut-être plus vrai ce que je dis, mais ça l'a été pendant longtemps. La Banque centrale chinoise a plus de dollars dans son bilan que la Banque centrale américaine. Vous venez d'entendre Charles Guev partager une analyse percutante sur la situation géopolitique et économique mondiale. Revenons sur certains des points clés de son intervention et analysons les implications de ses propos. 1. L'escalade militaire et les risques pour l'Europe. Tout d'abord, Charles Guev a évoqué un sujet qui ne peut laisser personne indifférent, le rôle de l'OTAN dans le conflit ukrainien. Selon lui, permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes de longue portée contre la Russie est une escalade dangereuse. Cette stratégie, loin de favoriser la paix, risque de déclencher des répercussions graves pour l'Europe. Sommes-nous vraiment prêts à faire face à ces conséquences? 2. Les erreurs stratégiques de l'Occident. Il a également mis en lumière ce qu'il considère comme une faute historique, pousser la Russie dans les bras de la Chine. Cette alliance renforcée entre deux puissances mondiales bouleverse les équilibres traditionnels. Comme l'a souligné Charles Guev, ce rapprochement est une menace pour l'hégémonie occidentale. Mais cela soulève une question fondamentale, l'Occident a-t-il sous-estimé les conséquences de ses propres actions? 3. Les impacts économiques sur l'Europe. Sur le plan économique, les observations de Charles Guev sont tout aussi frappantes. Il a parlé de la désindustrialisation croissante de l'Europe, un phénomène exacerbé par les sanctions contre la Russie. L'Europe, dépendante énergétiquement et fragilisée économiquement, pourrait-elle être en train de sacrifier son avenir? 4. L'espoir placé en Donald Trump. Un autre point marquant de cette interview est son espoir de voir Donald Trump revenir au pouvoir. Charles Guev y voit une opportunité pour calmer les tensions internationales et peut-être mettre fin à ce qu'il appelle « une folie ». Mais ce retour de Trump pourrait-il vraiment changer la donne? Ou est-ce une vision trop optimiste? En conclusion, cette interview met en lumière des enjeux qui dépassent les frontières, l'avenir de l'Europe, les tensions entre grandes puissances et les impacts économiques qui touchent chacun d'entre nous. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces observations de Charles Guev résonnent-elles avec votre propre analyse? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et surtout, restez connectés pour d'autres analyses approfondies sur ces sujets cruciaux. À très bientôt.